Les manifestations extraterrestres sont souvent des phénomènes isolés que les témoins ont du mal à prouver. Que se passe-t-il lorsque le même objet est vu par plusieurs personnes en même temps? En 1965, des centaines de personnes regardent stupéfaites une boule de feu s'écraser dans une forêt de Pennsylvanie. Mais alors que les témoins ne s'expliquent pas ce qu'ils ont vu, le gouvernement américain monte une des opérations de dissimulation les plus élaborées de l'histoire des ovnis. S'agit-il d'un spectaculaire météore, d'un accident dans la course à l'espace, ou bien est-ce un objet venu d'ailleurs? Vous allez découvrir la vérité sur les secrets de l'incident de Kecksburg, aujourd'hui dans Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. L'orbite de la Terre, novembre 2007. Très loin au-dessus de la surface de notre planète, l'UARS, un satellite d'observation de l'atmosphère de la NASA, heurte un objet d'origine inconnue. Est-ce un météore? Un autre satellite qui aurait dévié de sa trajectoire? Ou bien un ovni? Mark Matney, du programme de recherche sur les débris orbitaux de la NASA, déclare « Il est très dur de déterminer ce qui a pu heurter UARS. Même si la partie centrale du satellite est intacte, divers morceaux partent dans plusieurs directions. Mais il faut encore 3 ans pour que l'orbite du satellite se désintègre complètement. Surveiller sa descente fait partie des obligations de la NASA. Ils préviennent les médias et la population tout en suivant la trajectoire du satellite. Alors que les restes du ARS rentrent dans l'atmosphère, on l'observe en train de piquer vers la Terre sous la forme d'une énorme boule de feu. Il finira par plonger dans l'océan Pacifique sans faire aucun dégât. Le crash de ce satellite est-il un simple incident? Ou bien a-t-il été causé par une force extraterrestre? La NASA a l'habitude de surveiller ce type d'événement. Des années auparavant, un autre objet s'est écrasé à la surface de la Terre, mais dans des circonstances très différentes. 9 décembre 1965, 16h45. Les services de contrôle radar de l'armée américaine reçoivent une multitude de signalements concernant une boule de feu dans le ciel du Michigan. Elle tombe à une vitesse vertigineuse. Des témoins prennent des photos de l'objet et de la traînée de fumée qu'il laisse derrière lui. Des débris incandescents tombent et provoquent des incendies. On pense qu'il s'agit d'un météore. Mais la communauté scientifique n'est pas la seule à s'y intéresser. La NASA, le service d'observation des ovnis de l'armée de l'air, et le Pentagone se penchent sur ce phénomène. La boule de feu s'est écrasée près d'une petite ville de Pennsylvanie et va déclencher une des plus grandes controverses de l'histoire de l'ufologie. Dossier déclassifié, l'incident de Kecksburg. Un ovni s'écrase dans une forêt voisine de Kecksburg, en Pennsylvanie. Mais ce météore présumé intrigue par son étrange comportement. Un témoin déclare « Il semblait se maintenir à une certaine altitude et brusquement il a fait un piqué, passant de 150 ou 180 mètres à 90. » L'armée et la police bouclent la zone et repoussent les curieux en les menaçant avec leurs armes. Et quand ils se sont rassemblés, ils ont remarqué que presque tout de suite, une unité de soldats américains qui ne portait aucun insigne est arrivée avec un camion à plateau pour récupérer l'objet et l'emporter. Les gens ont été prévenus. Gardez le silence, n'en parlez à personne. Qu'est-ce que l'armée a récupéré sur les lieux de l'accident de Kecksburg? Et pourquoi l'armée a-t-elle menacé les témoins? Selon ceux qui disent que l'armée a récupéré un objet dans les bois de Kecksburg, il ne s'agissait pas d'un météorite. Les habitants parlent d'un gros objet en forme de cloche sous une bâche. Un témoin le décrit comme un gros objet métallique, assez gros pour qu'un homme puisse tenir à l'intérieur.
Les médias déclarent que rien n'a été trouvé sur le site de l'accident et le département de la Défense nie toute implication. Mais il en faut plus pour faire taire les rumeurs, surtout dans les années 60, une époque à laquelle la course à l'espace était dans tous les esprits. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. And no nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space. À l'époque, l'Amérique et l'Union soviétique se livrent un combat sans merci pour être le premier pays à envoyer un homme sur la Lune. Mais la NASA ne fournit aucune explication plausible à l'incident de Kecksburg. La NASA garde jalousement ses secrets sur les ovnis. J'ai déjà discuté avec des astronautes au sujet des ovnis et ils m'ont dit que les instructions qu'ils recevaient étaient qu'il était formellement interdit de révéler à l'opinion publique les manifestations extraterrestres dont ils avaient pu être témoins. L'explication officielle du gouvernement est qu'un météorite s'est écrasé à Kecksburg. Mais comment un météorite peut-il changer de direction comme certains témoins l'ont décrit ? Et qu'est-ce que l'armée a récupéré sur place ? 1965, une boule de feu s'écrase sur la Terre en périphérie de la petite ville de Kecksburg, en Pennsylvanie. Les autorités affirment qu'il s'agit d'un météorite, mais les témoins penchent plutôt pour un ovni. Qu'est-ce qui s'est réellement écrasé à Kecksburg ? Certains spécialistes pensent que pour trouver la réponse, il faut peut-être suivre les faits et gestes de l'homme le plus important des États-Unis à l'époque. Ce jour-là, le président Lyndon Johnson aurait interrompu ses vacances dans son ranch du Texas car des personnes importantes auraient demandé à le voir. Cette réunion a officiellement pour sujet des problèmes de budget liés à la guerre du Vietnam. Mais la liste des visiteurs présents suggère que le sujet est tout autre. En plus des chefs d'état-major, il y a également le directeur de la NASA et le gouverneur de Pennsylvanie. Le sujet des discussions ce jour-là reste inconnu. Mais le président est immédiatement rentré à Washington, où il a organisé une réunion avec la direction des plans d'urgence au Pentagone. Le récent pic de phénomènes extraterrestres est-il un signe avant-coureur d'un événement plus grave ? C'est une hypothèse troublante. Depuis l'incident de Roswell, en 1947, moins de 20 ans plus tôt, les témoignages liés à l'observation d'OVNI atteignent des proportions inquiétantes. De nombreux membres du gouvernement pensent qu'il faut absolument éviter que tous ces phénomènes extraterrestres ne s'ébruitent, au risque que le pays tout entier cède à la panique. Ça paraît assez logique que l'armée et le gouvernement américain gardent sous le sceau du secret leurs éventuels conflits ou contacts avec des extraterrestres. Et la raison est simple, la peur. Si la population apprenait que l'Amérique, la plus grosse puissance militaire au monde, n'est plus numéro 1, combien de gens prendraient peur ? La ville de Kecksburg a-t-elle été le théâtre d'un accident d'OVNI ? Le président Johnson a-t-il craint un contact extraterrestre ? À Kecksburg, un journaliste de radio prépare une émission spéciale sur l'incident, avec des interviews de témoins. Mais peu de temps avant l'enregistrement, la station radio aurait reçu la visite des Men in Black, les fameux hommes en noir. Les Men in Black sont un groupe ou une organisation non identifiée qui se rendent sur les lieux d'une manifestation extraterrestre supposée. L'émission sur Kecksburg sera finalement enregistrée, mais dans une version largement censurée par rapport à l'original. À la suite de la diffusion, le journaliste refusera de reparler de l'affaire de Kecksburg. Quelque temps plus tard, il est tué tragiquement dans un accident de voiture pendant ses vacances en Californie. Le conducteur responsable de la collision prend la fuite et ne sera jamais retrouvé. Qu'est-il vraiment arrivé au journaliste ? A-t-il été la cible d'une opération de dissimulation gouvernementale ? Mais les efforts du gouvernement pour étouffer l'affaire de Kecksburg se révèlent infructueux. Au cours des décennies suivantes, des témoins continueront de briser le silence et de prendre tous les risques pour faire toute la lumière sur ce qui s'est vraiment passé cette fameuse nuit. Dossier déclassifié, les témoins de Kecksburg.
En décembre 1990, lors du 25e anniversaire de l'incident de Kecksburg, des membres de l'armée présents la nuit de l'accident confirment qu'ils ont reçu l'ordre de recourir à la force. D'autres témoins révèlent que des hommes portant des combinaisons spatiales de protection avec le logo de la NASA ont été vus sur les lieux de l'accident, en train de manipuler un objet en forme de cloche. D'autres déclarent aussi que des hommes en costume noir supervisaient les opérations. Bill Bullbosch, un habitant de Kecksburg, se trouve assez près ce soir-là pour observer les lieux de l'accident. L'objet qu'il a vu faisait 3,50 m de long et au moins 1,80 m de diamètre et avait la forme d'un gland. Il n'y avait aucune porte, fenêtre ou entrée d'aucune sorte. Le métal était parfaitement lisse. Le plus étrange est sans doute les inscriptions recouvrant l'extérieur de l'objet accidenté. Plusieurs témoins, dont Bill Bullbosch, prétendent qu'il était couvert de symboles rappelant les hiéroglyphes. Les inscriptions sur l'objet de Kecksburg sont-elles en langue extraterrestre? Et si c'est le cas, que peuvent signifier ces symboles? Les témoins disent que la destination finale du chargement est la base de l'armée de l'air de Wright-Patterson, qui abrite la commission du projet gouvernemental Blue Book, un groupe chargé d'identifier et de surveiller l'activité extraterrestre. La commission Blue Book aurait étudié l'objet de Kecksburg dans l'espoir d'éclaircir ses mystères. 1965. Un objet en feu s'écrase sur Terre en périphérie de la petite ville américaine de Kecksburg, en Pennsylvanie. Les autorités déclarent qu'il s'agit d'un météorite. Mais les témoins disent avoir vu des hommes récupérer un ovni en forme de cloche. Ce n'est pas le premier objet volant en forme de cloche de l'histoire moderne. 20 ans plus tôt, un engin ultra secret similaire aurait été mis au point par un célèbre dictateur. Dossier déclassifié, Die Glocke, la cloche. Le chef-d'œuvre de technologie, connu sous le nom de Die Glocke, ou cloche nazie, est un engin qu'Hitler voulait fabriquer. Die Glocke serait l'invention de Hans Kammler, un ingénieur nazi de haut rang, qui aurait supervisé de nombreux projets spéciaux de construction d'Hitler. Il est surtout connu pour avoir construit des camps de concentration et des bunkers pour la construction clandestine d'armes. Sa ressource la plus précieuse, l'exploitation des esclaves. Il n'est donc pas surprenant qu'au sommet de sa carrière, il ait été responsable du programme des redoutables missiles V2, qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Mais les camps de la mort et la domination mondiale n'étaient pas ses seuls centres d'intérêt communs avec Hitler. Certains spécialistes pensent que Hans Kammler a peut-être travaillé avec du matériel d'origine extraterrestre. Die Glocke aurait aussi servi à expérimenter le voyage dans le temps. Imaginez une machine à remonter le temps qui aurait pu gagner une guerre avant même qu'elle commence. C'était la théorie qui avait été développée autour de Die Glocke. Si cette machine était capable de ce que les rapports ont prétendu, alors j'ai du mal à croire qu'elle marchait avec la technologie disponible sur Terre à l'époque. Les nazis ont-ils vraiment travaillé sur une machine à remonter le temps? Et son inventeur s'est-il aidé d'une technologie extraterrestre? Hitler a fini par perdre la guerre. Mais le destin de son arme ultra sophistiquée reste un mystère. Die Glocke aurait disparu au milieu des montagnes allemandes pendant le printemps 1945. Après la guerre, des scientifiques nazis sont amenés aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, afin de travailler sur des projets militaires et spatiaux confidentiels. Parmi eux, il y a Hans Kammler, le père de Die Glocke. Et les ressemblances que les témoins ont décrites entre Die Glocke et l'objet de Kecksburg sont troublantes. Les plans de la cloche nazie montrent qu'elle faisait à peu près 4,50 m de haut et qu'elle avait une forme cylindrique proche de celle d'une cloche, d'où son nom. L'objet de Kecksburg est-il un descendant de la machine à remonter le temps nazi? Hans Kammler a-t-il donné les plans de Die Glocke au gouvernement américain en échange de sa liberté? De nombreux spécialistes pensent que les scientifiques nazis ont essayé de créer une technologie que les humains ne connaissaient pas encore. Le destin de l'objet de Kecksburg demeure un mystère, tout comme la technologie nazie derrière Die Glocke. Mais la date de l'accident, dans les années 1960,
permet d'avancer une autre théorie très plausible. La guerre froide était une grosse entrave à la révélation de la vérité, pour des raisons évidentes. C'était une époque assez dangereuse. Entre ce contexte et l'enjeu technologique, le silence est de mise. La Russie et les États-Unis ne s'affrontent pas seulement pour la suprématie terrestre. Ils cherchent aussi à être les premiers sur la Lune. L'objet de Kecksburg pourrait-il être un engin spatial soviétique ? 9 décembre 1965. L'engin spatial russe Cosmos 96 part pour une mission extrêmement ambitieuse. Il est conçu pour orbiter autour de Vénus et l'explorer. La mission Cosmos est avortée dans la basse atmosphère, alors que l'engin perd le contrôle et entame une chute libre vers la Terre. La Russie doit en informer le gouvernement américain pour éviter que l'objet soit considéré comme une attaque qui pourrait déboucher sur une guerre nucléaire. Le secret qui entoure l'incident de Kecksburg est peut-être dû au souhait des Américains de récupérer la technologie spatiale soviétique. L'alphabet cyrillique russe pourrait aussi expliquer les étranges inscriptions que la plupart des témoins ont vues sur l'objet. Ce sont des arguments convaincants qui pourraient expliquer beaucoup de choses, à un détail près. Cosmos 96 a atterri 13 heures plus tôt, au nord de la frontière canadienne. Un fait qui a été confirmé par la direction aérospatiale américaine et le spécialiste des débris orbitaux de la NASA, Nicholas Johnson. Pour trouver des explications à l'incident de Kecksburg, les ufologues se tournent vers la NASA. Mais toutes les demandes d'informations se heurtent à un refus. En fait, la NASA prétend que les dossiers sur l'incident n'existent pas. La vérité derrière l'affaire de Kecksburg est restée un mystère pendant près de 50 ans. Mais en 2007, la NASA est poursuivie en justice afin d'obliger l'administration à publier les dossiers relatifs à l'incident. Pendant son audition, le porte-parole de la NASA, David Stites, révèle que tous les dossiers sur Kecksburg ont disparu. À la lumière de ce nouvel élément, la NASA considère l'affaire comme classée. Que s'est-il vraiment passé à Kecksburg la fameuse nuit de 1965 ? Un témoin qui en avait vu un peu trop a reçu pour ordre d'un officier militaire de se taire. Il l'a fait pendant plus de 25 ans. Un ouvrier qui a fait une livraison à la base de l'armée de l'air américaine de Wright-Patterson a vu un corps étendu sur une paillasse recouvert d'une couverture blanche. Il semblait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m et peser 35 kg. Ce témoin décrit une main qui dépasse de la couverture avec une peau semblable à celle d'un lézard. L'opération de dissimulation de l'incident de Kecksburg visait-elle à cacher la venue d'un visiteur extraterrestre ? La population a le droit de savoir. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.